Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se retrouve enfin pour la review du scan 793, un scan que j'ai énormément apprécié parce que là, au moins l'arc est réellement fini, on va vraiment passer à autre chose, on voit finalement l'impact dont j'avais parlé dans le scan 791, que cet événement, cette confirmation que Doflamingo a perdu, quel sera son impact à travers le monde. Le scan 793 en parle enfin, j'ai trouvé très bon parce que beaucoup d'informations, beaucoup d'intrigues et beaucoup d'hypothèses possibles. Le souci, c'est que déjà de 1, j'étais censé en faire une réaction. Mon téléphone n'enregistrait pas, donc à partir de maintenant, je vais enregistrer tout le temps avec le flash pour être sûr que mon téléphone enregistre et pour avoir le signal lorsqu'il arrête de enregistrer. Au moins le flash il s'éteint, moi je sais que ça filme plus, voilà, j'ai jamais pensé à le faire, je sais pas pourquoi, maintenant je le fais enfin. Deuxièmement, j'ai fait une review, le souci c'est que j'avais apparemment une mauvaise traduction. Le pire, c'est que cette review que j'avais faite, mon ordinateur a planté pendant le montage 2 fois. 2 fois il a planté pendant le rendu de la vidéo, l'upload il a duré du temps parce que du coup j'ai fait une vidéo de super longue. Et pour finir, pour que Francesco 10, d'ailleurs je te remercie de m'avoir prévenu, vu que tu as fait partie des premiers, parce que si tu n'avais pas fait partie des premiers, je suis sûr que beaucoup de personnes n'auraient pas relevé, me disent que j'ai la mauvaise traduction. Et donc la plupart des choses que j'ai dit sont nées de mauvaises informations. Donc on y est enfin, et vous savez ce qu'on va faire, je vais lire le scan avec vous, comme j'étais censé le faire avec les voix. On va se servir de l'ordinateur ici pour mettre les pages du scan, parce que si je les intègre directement dans la vidéo avec l'image, même si je mets une transparence, un CEA, une couleur ou je sais pas trop quoi, je me prends des strikes dans la face. Pourtant, pour votre bien vous avez besoin de voir le scan, donc je vais le faire de cette façon, en espérant que je n'aurai pas de strike. Si je prends un strike à cause de ça, tant pis, c'est la vie, j'en ai eu d'autres, on verra bien ce qui se passe, on essaiera de s'arranger quoi qu'il arrive. Et je vais d'abord aller me laver. Ouais. Et donc, on va faire cette review, donc j'espère que lundi vous l'aurez, au moins comme ça qu'il n'y aurait pas trop d'écart entre la sortie du prochain scan et blablabla. Et on va d'abord s'arrêter avant mon grand jeu d'acteur et de doubleur qui va arriver juste après, sur le titre, le tigre et le chien. Donc comme vous le savez, les amiraux ont tous un animal qui est représentatif. Kuzan, qui était appelé Aokiji à l'époque, quand il était dans la marine, c'était le faisan, enfin un oiseau quoi, hein, pour être sûr de ne pas me tromper, hein. C'était un oiseau, Kizaru c'est le singe, Akainu c'est le chien et Fujitora c'est le tigre. Et d'ailleurs Ryugoku c'est le taureau. Pourquoi je m'arrête sur le titre? Eh bien parce que je trouve que dans le scan 792 et 793, justement l'animal représentatif de Fujitora et d'Akainu sont vraiment très bien montrés. Un tigre est un animal qui agit très souvent seul de son côté, il tient son territoire tout seul, il est relativement calme avant d'attaquer et lorsqu'il attaque il s'énerve réellement. Tandis que le chien est un animal dressé qui obéit aux ordres de ses supérieurs, lorsqu'il n'est pas content il grogne et il a tendance à aboyer justement pour provoquer ses ennemis. Donc je trouve justement que ces animaux sont très bien représentés à travers le scan 792 et 793. D'ailleurs, on peut noter la même chose pour Kuzan, qui a pour animal représentatif l'oiseau, vu qu'il est très libre, il va un peu où il veut, même à l'époque où il était dans la marine. Et là, c'est vraiment très bien appuyé pour finir. Pour finir, étant donné que maintenant, il est réellement libre de faire ses propres choses. Allez, on attaque le scan. Tout le monde est sidéré. Mais quelle est la véritable intention de Fujitora? Un amiral de la marine, en train de se prosterner devant nous. Le Denmoutier est en train de diffuser ses images partout. Je vous en prie, amiral, relevez-vous. Si vous voulez que le monde entier voit ça. Attendez, se pourrait-il que ce soit la raison pour laquelle vous n'avez pas touché à Doflamingo? La vérité est primordiale. J'ai laissé toutes les responsabilités à ces pirates. C'était mon pari. Comment un homme faisant partie du système, lui ayant permis d'agir comme bon lui semblait, pourrait juger un Shichibukai et parler de justice? Ce pays a obtenu sa victoire grâce aux efforts de pirates et de guerriers et de ses citoyens. Vous avez fait de l'excellent travail, tout le monde. Bien joué. L'organisation anti-Doflamingo, la petite armée du Wariku. Capitaine, merci à vous. Ouais. Nous avons accompli notre mission et donc en ce jour, je dissous cette organisation. Capitaine. Rejoignez le pays, je suis sûr que le Wariku vous accueillera. Bien, capitaine. Donc,
La marine doit toujours faire son travail. Retrouve tous les pirates et guerriers qui se sont battus pour nous et abrite-les dans le palais. Recueille également ceux qui ont perdu leur maison. Je suis navré de t'en demander autant, mais je t'en prie. Bien sûr, avec plaisir mon roi. Bref, donc on va s'arrêter là parce que justement j'avais fait une petite remarque dans ma réaction et dans ma review juste après. Et malgré les erreurs de traduction, j'ai pu voir que maintenant je pense que les nains, en tout cas la petite armée comme Kyros l'a nommé, la petite organisation anti-Doflamingo, la petite armée du roi Riku, va sûrement finalement faire partie de l'armée officiellement. Donc le peuple des nains ne sera plus caché. Je trouve que ça pourrait être une belle fin pour ce peuple qui a passé quasiment toute son existence cachée aux yeux des humains, de finir justement officiellement dans l'armée du pays qu'ils ont défendu. Ce serait une belle fin et surtout une fin logique. C'est une petite remarque. Et deuxièmement, dans ce même principe, pour savoir qui pourrait prendre le trône, c'est vrai que le roi Riku n'est pas très motivé à l'idée de récupérer le trône, et ce serait de même pour Kyros, si c'est lui qui monte sur le trône, ce n'est pas sûr, de finir roi, car il faut se rappeler qu'à la base c'est un orphelin des bas quartiers du pays, en gros, qu'il a dû se battre pour atteindre son poste de chef de l'armée, pour épouser Scarlett qui était une princesse, et pour finir roi, ce serait un peu la fin Wonderland, Wonderful pour ce personnage. Voilà, même si personnellement je trouve que ça ferait un peu cliché, car dans tous les contes de fées, dans toutes les histoires, dans tous les films, dans tous les trucs, c'est toujours le gars qui démarre de rien qui finit roi. Mais bon, on est dans One Piece et on espère que du bonheur pour tous les personnages de ce manga. Redline, Terre Sainte, Marie-Joie. Eh bien, commençons par la supposée abdication de Doflamingo et les fausses informations sur cet incident. Dois-je comprendre que c'était un ordre direct venant de vos supérieurs? Pourquoi? Pour le bien d'une enflure comme Doflamingo, le monde a dû être chamboulé de la sorte. Si quelque chose de la sorte devait se reproduire en tant qu'amiral, je perdrais toute crédibilité. Alors, pour l'amour du ciel, vous allez faire quelque chose à ce sujet, bande de vieux croulants. Voilà, comme je disais, Akainu, dans son rôle de chien, justement, il est parti voir ses maîtres pour justement se plaindre. Je n'insulte pas Akainu. Hein. D'ailleurs, j'avais fait une petite analyse sur ce personnage aussi, comme quoi finalement, Akainu, il n'était pas si méchant que ça quand on y repense. Mais en fait, finalement, d'après ce texte, si, en fait, c'est un gros connard, hein, il s'en bat un peu les couilles que le monde ait été chamboulé, il dit juste qu'il aurait perdu toute crédibilité en tant qu'amiral. Mais Akainu, je tiens à dire à chaque fois qu'il a fait quelque chose que l'on pouvait juger mal, c'était pour la justice, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit que lors du Buster Call, il n'avait pas spécialement les informations comme quoi les archéologues d'Ohara étaient de bons archéologues, qu'ils étaient gentils. On lui a dit que ces archéologues avaient de quoi pouvoir détruire le monde, et donc il a pris, certes, il a choisi une solution extrême pour détruire le bateau, mais il l'a fait couler pour éviter qu'un de ces archéologues capables de détruire le monde puisse s'échapper. C'est-à-dire qu'il a pesé le pour et le contre. Qu'est-ce que c'était finalement une centaine de citoyens face à des milliards d'habitants sur Terre. Par rapport à Ace, justement, c'est à peu près la même chose. Il faut se rappeler que Ace était quand même le fils du roi des pirates, un pirate qui travaillait pour Barbe Blanche, qui était condamné à mort par la loi et qui est en train de s'échapper sous ses yeux avec son frère. Il a donc été obligé d'agir pour, entre guillemets, le bien du monde en le tuant. Alors certes, il a affirmé la position de la marine de cette façon et tout ce qu'il a fait, on peut dire que c'est lâche et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en relativisant les actes qu'il a fait, Akainu, c'est un héros. Et je trouve que c'est d'ailleurs le personnage dans le monde de One Piece, qu'il ne faut pas oublier que nous suivons des pirates, les pirates qui sont des méchants. Akainu est entre guillemets le héros finalement de ce manga, le gentil, il s'est entraîné dur pour atteindre son poste et il travaille pour la justice et je suis pratiquement sûr qu'un de ces quatre, Doflamingo, oui, Oda nous parlera un peu de son passé, nous expliquons pourquoi est-ce qu'il est comme ça et on apprendra par exemple que sa famille a été tuée par des pirates lorsqu'il était très jeune et que du coup il a donc été forcé justement d'être strict, sévère envers tout ce qui était jugé comme étant mal pour le monde. Je pense. L'insolence n'est pas tolérée, Sakazuki. La valeur de votre crédibilité est déjà proche de zéro. Vous autres marines n'êtes que la face visible du gouvernement. Le problème en question était confié au chef Paul. Sipi. Alors pour la faire courte, vos supérieurs vous ont complètement court-circuité, pas vrai? Vous n'êtes que les patins des dragons célestes. Attention à vos dires, Sakazuki. Qu'en est-il de Kuzan? Le fait que ce monstre de puissance ait rejoint Barbe Noire est un affront à la dignité de la marine. Donc je coupe ici. Donc je tiens à faire une remarque. Aokiji, lorsqu'il a vu Smoker, il lui a quand même dit « Chut,
Je suis toujours du côté de la justice, poteau. Mais il a rejoint Barbe Noire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Barbe Noire, c'est pas du tout la représentation qu'on se fait de la justice. Après tout, c'est un peu le pirate Barbe Noire, quoi. Il porte même le nom d'un grand pirate, l'un des pirates qui a marqué le plus l'histoire. Et il a aussi fait des actes à peu près abominables, hein, lorsqu'il a demandé à tous les gars du 6 d'entretuer tous les gars de leur cellule pour savoir qui allait rejoindre son équipage. C'est pas le gentil, quoi. C'est pas un gentil, donc je vois mal comment ce personnage peut représenter la justice. Je pense qu'on est tous d'accord, justement, pour dire qu'il y a anguille sous roche, que Aokiji, enfin Kuzan, prépare quelque chose, et donc par conséquent, je ne vais pas plus détailler sur ce point, car comme vous le savez, l'hypothèse sur Kuzan risque d'arriver. Je pense même faire la vidéo juste après ça, la vidéo annonce hypothèse Aokiji pour me faire pardonner un peu de mon retard. Cet imbécile a déjà quitté la marine. Ces vagabondages et agissements ne sont plus de notre ressort. Kurosei, Amura Sakazuki, un rapport vient d'arriver. Le Shishipo Kaido, Kirote Doflamingo et sa famille ont été vaincus par l'alliance pirate de Lao et de Mugiwara. Dressrosa n'est plus qu'un genre de ruine. Donc voilà, donc on la voit enfin cette fameuse impact. Le scan il arrive comme ça, il nous dit Riker il a fait sa petite review scan 791, il se demandait quel sera l'impact, et bien moi je lui donne la réponse, et là voici l'impact. Et là on a le droit justement à un petit tour du monde, en gros, qui va un peu nous expliquer comment réagissent les gens par rapport à ça. Comment? Encore lui. Ce sale gosse. Mais il y a un problème plus important. J'invente mes voix sur le coup les gars, je sais pas quel personnage a quelle voix, surtout le Korosei. Bref. La vidéo et les informations retransmises aux 3 îles les plus proches de Dressrosa ont été diffusées d'île en île. Les nouvelles se sont répandues comme une traînée de poudre. Flash spécial, flash spécial. Les pays à travers le monde. Joker a été battu. Votre Majesté, nous avons perdu notre approvisionnement en armes. Bon sang. Annoncez notre édition. Et donc, oui, je m'arrête là, parce que, vous vous souvenez, Sabo, dans le scan précédent, il avait parlé d'une certaine liste, et j'avais émis l'hypothèse que cette liste pourrait tout simplement être la liste des clients de Doflamingo. Eh bien, je pense que justement, ce roi pourrait faire partie de cette liste, qu'il achetait des armes à Joker, il faisait la guerre, et je vois mal quel genre de pays achèterait des armes à un maître de la pègre, s'il était sympathique. Donc je pense que peut-être qu'un jour on apprendra que Doflamingo a justement arrêté ce pays, ou du moins on aura une information comme quoi les révolutionnaires s'attaquent à des royaumes qui étaient apparemment des membres de la liste de Doflamingo et qui faisaient partie du gouvernement mondial, et ça risque de faire le gros bordel. Il ne faut pas oublier que les révolutionnaires, leur but principal, c'est justement de s'attaquer aux mauvais royaumes. Et donc par conséquent, si Sabo a pris cette liste, c'est qu'il y avait forcément des informations dessus sur différents royaumes qui pourraient bel et bien expliquer ou être la preuve que ces royaumes, c'était des royaumes de fils de chèvres. Voilà, on va rester poli. La guerre est enfin finie. J'ai déjà payé, bordel. On avait un accord. Joker, espèce de fils de chèvre. Les armes doivent encore se trouver à Dressrosa. N'y pense même pas à y aller. Il y a l'amiral sur cette île. Mais fruit d'éléments. Que va-t-il arriver à notre commerce de Smile si ces deux sales gosses ne s'en étaient pas mêlés? Et donc voilà, on va s'arrêter là. Donc comme je l'ai dit, la défaite de Joker, on peut aussi la souligner comme quoi Doflamingo a perdu un combat face à Luffy. Et depuis qu'il a perdu, il y a carrément une guerre qui s'est arrêtée. Si c'est pas la preuve que ce mec-là, il pesait lourd dans le nouveau monde, franchement. Donc je m'arrête sur ce détail car comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui sont énervés face à Luffy et Lao. Et donc par conséquent, on pourrait donc se dire que Luffy et Lao vont forcément avoir des problèmes. Quelles seraient donc les personnes qui pourraient avoir des problèmes avec eux? Eh bien, il ne faut pas oublier que Joker, c'est quand même le chef de la pègre et donc il avait du business. Il avait beaucoup de business avec d'autres membres de la pègre qui sont sûrement très puissants. D'ailleurs, beaucoup d'hypothèses sont faites sur certains membres de la pègre, et je tiens à dire que je compte faire une petite hypothèse sur les CP9, donc inutile, enfin si, vous pouvez discuter dans les commentaires, mais bon, je sais que certains d'entre vous pensent que les CP9 pourraient faire partie de la pègre, tandis que d'autres pensent qu'ils pourraient faire partie de l'équipage de Kaido, mais moi je pense tout simplement qu'ils travailleraient avec Kaido, mais qui seraient membres de la pègre, bien évidemment, qui feraient partie du monde sombre, et qui travailleraient pour Kaido. J'expliquerai bien évidemment bien plus mon idée lors de ma petite hypothèse. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, je pense qu'il y a des chances pour que la pègre essaie de joindre Luffy et Lao, de les rencontrer. Que se passe-t-il, Otsugoro-chan? Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici. Ce serait plutôt à moi de dire ça, inspecteur. Eh bien, je sais que vous pourchassez cet équipage pirate depuis longtemps. Sur vos ordres. Vous voulez des Okaki?
Bien, donc, d'après un abonné, ce serait Garp, la personne avec qui Tsuru parle. Tsuru, c'est la vieille Lys Amirale qui fait partie de la même génération que Sengoku et Garp. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Bien, si c'est le cas, l'équipage, je me posais la question comme quoi, quel était l'équipage qui poursuivait justement dans cette traduction. Mais il me semble d'ailleurs, oui, que ces gâteaux, il le fait beaucoup manger, c'est Garp qui le fait, quoi. Il est toujours là en train de manger un truc, quoi. Voilà, un peu à la Luffy. Et donc, par conséquence, Tsuru pourchassait un équipage sous les ordres de Garp. Quel pourrait donc être cet équipage qu'il pourchassait? Eh bien, vu que c'est sous les ordres de Garp, on pourrait peut-être se dire qu'il s'agissait tout simplement de Luffy. Lorsque Garp a peut-être appris que Luffy était de retour, était back dans le game, quoi, il s'est peut-être dit, bon, on va demander à Tsuru de s'en occuper, vu que moi, je suis entre guillemets, je suis à la retraite. Bref, on va passer aux suites, parce que je me demande bien de quel équipage il parlait, et peut-être qu'on aura justement cette réponse prochainement dans les scans. Avec une discussion justement Garp-Tsuru qui vont bien nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'ils font ça, et peut-être que Garp aura des choses à dire à Luffy. Bref, dans une certaine ville. Une vieille m'a volé une pizza avant de s'enfuir. Trouvez-la. Doflamingo, hein? Eh ben, ils sont bien courageux. Je suis bien contente de faire partie de leur génération. Donc on s'arrête. Alors déjà pour commencer, Jewelry n'était pas au niveau 5. J'avais entendu ça et je ne me l'étais jamais dit. Pour moi, c'était tout simplement une fugitive. Et par conséquence, là on a la preuve que c'est bel et bien une fugitive, mais il faut aussi noter qu'elle est seule. Elle doit voler pour manger. Et voilà, il ne faut pas oublier que son équipage a quand même été décimé par Barbe Noire, il me semble. Je ne vais donc pas le confirmer, mais bon, on voit quand même qu'elle est seule. Et j'aimerais partager avec vous une hypothèse que j'avais faite justement dans ma review précédente, qui n'était pourtant pas fausse finalement. Je pense qu'il y a des chances, si l'alliance Luffy-là doit s'étendre vers un nouveau membre, qu'il y ait des chances que Jewelry Bonnie en fasse partie. Pas seulement parce qu'il y a des boobs, n'allez pas croire ça, parce que justement elle est seule. Et je trouve qu'elle est assez proche de l'équipage de façon indirecte. Elle a quand même empêché Azoro de faire une grosse bêtise en tuant le dragon céleste à Sean Body 2 ans plus tôt. Et maintenant, elle nous dit qu'elle est fière de faire partie de cette génération. Et ça fait quand même 2 fois qu'elle s'est informée sur leurs faits et gestes. Il ne faut pas oublier que c'est une fugitive, qu'elle est seule et qu'elle a donc besoin d'alliés vu qu'elle n'a plus d'équipage. Et donc par conséquent, il serait peut-être logique de penser qu'elle finisse par rejoindre cette alliance par intérêt et par nécessité. Ensuite, j'aimerais partager avec vous une hypothèse. Comment se fait-il que justement Jewelry Bonnie ne soit pas Impel Down? Je pense tout simplement qu'elle a réussi à s'échapper, ce serait la réponse la plus logique. Mais on est là pour faire des hypothèses, et j'aimerais en partager une avec vous, que j'en ai vite fait discuter il y a très longtemps dans une de mes vidéos, et j'ai jamais fait, je crois, concrètement dans une review. Je pense justement que Jewelry Bonnie serait une ancienne noble, voire même peut-être une dragon céleste, mais vu qu'elle vient de je ne sais plus quelle mer, je crois que c'était pas West Blue, tout ça, il serait peut-être possible de penser que si elle est pourchassée par la marine, c'est justement parce que ses parents qui ont de l'influence auprès du gouvernement mondial leur ont demandé de mettre une prime sur sa tête, en gros une récompense, et que Jewelry Bonnie, qui a 22 ans, on connaît son âge, serait en fuite et que ses parents voudraient la récupérer, que son histoire soit peut-être à peu près similaire à celle de Sabo, et que justement ça provoquerait que Luffy s'attache à ce personnage parce qu'il verrait en ce personnage Sabo numéro 2. Du coup, voilà, je voulais juste partager cette hypothèse avec vous, et aussi le possible fait qu'elle puisse donc rejoindre l'Alliance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ils sont là pour ça. Dans une certaine île céleste. Oh, prêtre rouge, quelqu'un est là? Ne soyez pas stupides pour l'instant. Nous soignons nos blessures dans ce lieu isolé et... Il finit pas sa phrase. Moi aussi, des fois, je fais... non, c'était une blague. Bref, donc Urouge est sur une île céleste. Et donc là aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce scan, c'est qu'on repart donc de 2 supernovas qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Alors que justement, le scan 700 qui faisait aussi un tour du monde et qui nous avait montré 9 des 11 supernovas, c'est enfin, en gros, Luffy, Zoro, Hawkins, Eppu, Kid, Killer, Lau, Jewelry, il en manque un, c'est qui manque? J'ai dit Basile. X-Drake, pourquoi je t'oublie à chaque fois mon pote? Jazz Drake. Bref, et il manquait donc Capone, Bad J et Urouge. Donc par conséquent, ce scan m'a aussi extrêmement plu parce qu'on voit ces 2 personnages et ils apportent entre guillemets des intrigues. On voit qu'Urouge vient de livrer bataille. J'aimerais donc aussi partager une hypothèse comme quoi Urouge pourrait peut-être en vouloir à Ener d'avoir détruit son île natale. Bilka, il ne faut pas oublier que Ener, avant d'arriver à Skypiea, a détruit une autre île céleste, son île d'origine.
Bilka, c'était son nom. Et Urouge vient de cette île. Donc on peut donc en déduire soit qu'il est parti avant que Ener la détruise, soit qu'il a réussi à en réchapper, et c'est tout quoi. Mais bon, il y a des possibilités pour qu'il ne soit pas content de ce qu'a fait Ener et qu'il aurait donc essayé de commencer une attaque. Car il faut savoir que Ener sur la Lune est revenu avec une petite armée, petite hypothèse, la Lune et Uranus. Et donc il y a des possibilités. Peut-être aussi que Urouge est un ancien prélat de Ener qu'il avait eu justement sur Bilka, peut-être que c'est un associé pour ce carnage, mais je pense que ces deux personnages ont un lien et que Urouge va donc nous permettre justement de nous reconduire à un arc où Ener sera présent. Donc la seule chose que j'ai à dire en plus, c'est que Oda aussi a un argument scénaristique. Un argument scénaristique, qu'est-ce que c'est? C'est un argument qui va se baser sur ce que pourrait apporter un certain événement au manga s'il arrive. Oda nous a mis en scène Bilka, la première île céleste, en parlant d'Ener. Quelques arcs plus tard, après Foxy, Enies Lobby, Thriller Brack, on revient à Sean Modi et Urouge, qui est un personnage qui vient justement de cette île qui a été détruite, nous est mis comme ça, et on ne le détaille pas plus. Je pense que Oda nous réserve donc une histoire autour de ces deux personnages, et je vois bien un peu une confrontation entre les deux. J'aimerais bien que les autres supernovas soient entre guillemets des adversaires des chapeaux de paille, ou que ce soit un peu ambigu de quel côté ils sont. Et donc Urouge pourrait nous reconduire prochainement à un arc, je ne dis pas tout de suite après cet arc-là, mais prochainement un arc où Ener sera de retour, et on pourrait peut-être apprendre que c'est justement face à lui qu'il s'est battu et qu'il a donc eu ses blessures. Bref, on va passer à la suite. Sur une certaine mer. Eh bien, nos petits amis, il se débrouille pas trop mal, n'est-ce pas? Nous allons définitivement mettre la main sur César, les gars. Bien sûr, patrone. Donc, Capone Beige, et là c'est encore mieux. J'ai encore plus kiffé son retour. Parce que justement, non seulement c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'en plus de ça, il nous parle d'un événement qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le souci, c'est que dans ma première traduction, il y avait une énorme erreur où apparemment Capone Beige, là, il dit qu'ils vont définitivement mettre la main sur César. Mais en plus de ça, moi dans ma traduction là-bas, j'avais entendu dire comme quoi César va vous entraîner avec lui, les gars. Apparemment, c'était complètement faux. Donc, sa phrase, on pourrait penser que Capone Beige est un allié de Big Mom. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer, car malgré le fait que j'ai une mauvaise traduction, ce que je dis finalement c'est bien. Eh bien, nos petits amis ne se débrouillent pas trop mal, n'est-ce pas? Nous allons définitivement mettre la main sur César, les gars. Donc, ok, on pourrait se dire, ouais, donc du coup, il est du côté de Big Mom. Le souci, c'est qu'il a beau avoir son armée en position, il ne va pas aider Big Mom. Il reste spectateur de cette scène. D'ailleurs, beaucoup de personnes disaient qu'il parlait avec quelqu'un à l'escargophone, mais non seulement l'escargophone ne parle pas, mais sur l'image, on ne voit aucun, vous savez, les doubles traits qu'il y a sur les bulles lorsque l'escargophone parle, qu'on a pu voir un peu plus tôt, qu'on verra même un peu plus tard lorsque Fujitora et Akai nous discuteront au téléphone. Là, on ne le voit pas, donc on peut en juger donc qu'il parle tout simplement à son équipage. Pourquoi est-il spectateur? Pourquoi tient-il un escargophone? Et pourquoi ne fait-il rien? Eh bien, il serait peut-être possible d'envisager qu'il y ait un troisième groupe qui, justement, souhaite prendre César. Quel autre groupe pourrait souhaiter prendre César? Il faut savoir que Doflamingo a perdu, que l'Alliance Luffy-Law avait possession de lui, que Big Mom veut prendre possession de lui, mais il existe un troisième groupe pour qui, justement, César est très important. Tout simplement la pègre. Plutôt, je vous ai parlé comme quoi la pègre pourrait peut-être essayer d'aller au contact de l'équipage du chapeau de paille ainsi que de Lao, histoire de discuter avec eux. Si Capone Beige, qui est un mafieux par excellence, au même titre que Crocodile, je pense que ce personnage pourrait donc faire partie de la pègre. Mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est armé mais qu'il ne se bat pas. Parce qu'il y a déjà le bateau de Big Mom et le Sonic qui sont en train de livrer bataille, et s'il intervenait justement entre ces deux fronts, les dégâts pourraient être répercutants. Il faut savoir qu'il faut aussi faire preuve d'intelligence lorsqu'on est un pirate. On laisse d'abord les deux se taper dessus, et nous on intervient pour achever ce qui reste. Et donc il pourrait peut-être prendre César, et ça pourrait être justement super intéressant. Surtout que finalement maintenant Luffy et Lao n'ont plus de raison de prendre César. Luffy par contre pourrait être égoïste et décider de le reprendre seulement parce que c'était leur prisonnier. Il pourrait dire comment ça, la pègre nous a pris César, c'était notre prisonnier, venez on va le récupérer. Et ensuite avec Big Mom qui
qui pourrait dire exactement la même chose. Non, attends, chapeau de paille, c'est mon prisonnier, tout ça, parce que beaucoup voient un affrontement sûr entre Luffy et Big Mom, mais je tiens quand même à parler toujours de cette possibilité que Luffy puisse se faire un autre allié que Shanks, parce que finalement Luffy et Shanks ne sont pas alliés, hein. C'est tous les deux des pirates qui se connaissent, mais il n'y a aucune alliance concrète entre les deux. On y arrive. Et donc je pense que Big Mom, il y a des possibilités que le cours des choses fasse d'elle une alliée finalement. Et Capone BG pourrait justement être cette raison. La pègre intervient dans une bataille entre les deux bateaux. Big Mom, ça ne lui plaît pas parce que la pègre s'est mêlée de ses affaires. Luffy, ça ne lui plaît pas parce que la pègre lui a pris César. Et donc du coup, les deux vont donc partir péter la gueule de toute la pègre et finir le travail qu'ils ont commencé en défonçant Doflamingo. Bref, c'est qu'une hypothèse, mais par contre j'attends des réponses sur réellement ce que dit Capone BG. Ah bah ça arrête pas en tout cas. Comment ça s'arrête? Bah on peut pas écouter d'autres vidéos, on peut rien faire. On entendait que toi. C'est mon pouvoir du fruit du démon, les gens. Je possède votre ordinateur, faites attention. Bon, je pense que j'ai fait le tour de Capone BG. Et ce concept de nouvelle intrigue en plus, je trouve que ça pourrait être intéressant. Et voilà, je comptais dire que après, j'attends la confirmation de Capone BG qui disent oui, on est bel et bien membre de allié de Big Mom, oui, on est membre de la pègre, oui, on va aider les chapeaux de paille, parce que finalement, sa phrase, il dit pas exactement ce qu'il fait. Et je trouve ça un peu... je trouve ça suspicieux dans le sens où, quelques pages plus tard, par contre, on a une révélation cash, directe et franche, bah justement, d'autres personnages, et dont on attendait il y a très longtemps cette réponse. Alors comme ça, ils ont commencé à bouger. C'est une immense victoire. Doflamingo est sans doute connecté d'une façon ou d'une autre à Kaido. Alors je sais pas comment Kid sait ça, mais ce mec, ce pouvoir du magnétisme lui permet d'attirer les informations à lui. Ce qui veut dire que ce petit coup d'état revient à le défier directement. Eh bien, si c'est leur plan, on peut être sûr que leur objectif final est vraiment le Yonkou. Kaido s'embête. Je suis content que nous n'en ayons pas après la même proie. Nous aurions gâché de précieuses ressources. Là, c'est qui là? Notre cible est... Shanks le roux. Donc, Luffy HD, faut savoir que apparemment, dans une de mes vidéos, j'ai dit que la cible de l'alliance de Kid, ce serait Shanks. J'ai pas le souvenir d'avoir dit ça. Moi, je me souviens surtout de mon hypothèse parce que j'ai réécouté récemment que la cible, je pensais que ça pourrait être Big Mom. Voilà, moi ça m'a surpris personnellement. Après, il est possible que j'ai émis l'idée que ça pourrait être Shanks, je ne sais plus pour quelle raison. Je dis beaucoup de choses dans mes vidéos et vous êtes là en fait. Et mes vidéos sont là pour pas que j'oublie ces choses. Enfin, pour pas les oublier, il faudrait que je me mette toutes mes vidéos en boucle toute la nuit. Faut savoir que j'ai des idées qui changent très souvent. Et par rapport à justement de nouvelles informations ou de nouvelles idées qui me viennent au cours du manga. Donc je reste très rarement fixé sur la même idée. C'est justement ça qui me plaît dans One Piece, c'est que plus on va réfléchir, plus nos hypothèses vont changer. Et d'ailleurs, comme on le dit très souvent, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Donc il est possible que j'ai mentionné que ça pourrait être Shanks la cible, et je trouve ça très intéressant que ce soit justement Shanks. Alors je ne vais pas dire que j'ai dit que c'était Shanks parce que je n'ai aucun souvenir de l'avoir dit. Pour moi c'était Big Mom, la plus claire, parce que je trouvais justement que l'alliance Kid, Apu, Hawkins ne faisait pas le poids face à Shanks. Le souci, c'est que Oda nous a fait quand même attendre 2 ans pour avoir cette information. Depuis le début du scan 700, voilà, depuis le scan 700, on s'attendait à connaître cette réponse, et finalement il nous dit que c'est Shanks. Je vois très mal l'alliance échouer comme de grosses merdes à leur tentative d'assassinat de Shanks. Je ne dis pas qu'ils vont tuer Shanks, je ne dis pas qu'ils vont réussir leur plan, mais je les vois très mal échouer comme des merdes. J'utilise bien ce terme parce que lorsqu'on a su cette information, beaucoup de personnes, je trouve, sous-estimaient Kid, Hawkins et Apu. Donc il faut savoir des choses sur ces personnages. Donc Kid, depuis qu'on l'a vu, il a toujours été au-dessus de Luffy au niveau de la prime. Donc il est plus dangereux que lui. Hawkins a un pouvoir réellement très dangereux, lui permettant de répartir ses dégâts sur d'autres personnes et donc de ne encaisser aucun dégât, en gros d'avoir plusieurs vies jusqu'à de ne plus en avoir. Et Apu, lorsqu'il est intervenu pendant que Kizaru pétait la mâchoire à Urouge, Diaz Drake et Hawkins justement, il a fait mal à Kizaru, il a un peu surpris, il a un peu mis mal à l'aise. Et voilà, donc je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Je trouve que les capacités de leur fruit du démon, qui nous sont encore
vraiment inconnus, dont on ne connaît pas la limite et même pas le nom précis de chacun de ces fruits, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Et si cette alliance compte s'en prendre à Shanks, c'est pas pour rien. Peut-être qu'ils se surestiment, mais je pense qu'ils ont un plan. Alors je vais parler d'une petite hypothèse sur l'une des capacités justement de Kid pour commencer. Kid maîtrise apparemment le magnétisme, c'est une sorte d'aimant. Il faut savoir que dans One Piece, il y a autre chose qui est liée au magnétisme. Il y a les îles de Grand Line et il y a aussi les log posts qui ont besoin justement de rester sur l'île pour recharger leur champ magnétique et donc pointer en direction de la prochaine île. Peut-être que Kid pourrait chambouler le log post ou même lui indiquer une autre direction. On peut se dire que Shanks a peut-être un log post. Et donc par conséquent, il pourrait lui le guider vers la mort, hein, entre guillemets, vers un guet-apens ou vers un typhon, vers une tempête, vers quoi que ce soit. Bref, il pourrait faire ça. Hawkins a un pouvoir lui permettant de répartir ses dégâts. Je pense que son fruit s'appelle tout simplement en français le fruit de l'épouvantail, et que les poupées vaudou qu'il a intégrées à son corps sont faites à partir des cheveux des victimes. S'il arrive à prendre des cheveux de Shanks, disons une bonne poignée, dans ces conditions-là, il faudrait réussir à s'approcher de Shanks, et là encore on pourrait faire de la fourberie, un messager qui est juste destiné pour prendre les cheveux, ou même des cheveux d'autres membres d'équipage pour l'affaiblir. Hawkins pourrait donc intégrer les poupées vaudou des membres de l'équipage de Shanks à son corps, en étant près d'eux, parce que je pense qu'il doit au moins être sur la même île pour que son pouvoir ait de l'effet, encaisser des dégâts dans un endroit discret, répartir ses dégâts aux membres de l'équipage de Shanks, et peut-être Shanks y compris, et donc affaiblir Shanks sans avoir besoin de l'affronter directement. Et Apu, sa musique est capable de perturber un utilisateur du fruit du démon tel que Kizaru. Donc, que peut-il faire face à quelqu'un qui n'utilise justement pas de fruit du démon? Est-ce qu'il peut aussi faire des dégâts grâce à sa musique? Voilà, leurs pouvoirs ont vraiment une limite inconnue. Je ne dis pas non plus que ce sont des dieux de la terre, de la mort qui tue, mais il ne faut pas les sous-estimer. Car il ne faut pas sous-estimer l'Alliance Kid. Si Oda nous a fait tellement attendre pour avoir cette information, c'est qu'il y a énormément de chances qu'ils puissent faire mal. Je ne dis pas qu'ils vont spécialement battre Shanks, parce que personnellement j'ai du mal à les voir, mais ils pourraient nous surprendre, et il ne faut pas les sous-estimer. Donc on va passer à la suite. Sur une certaine île. Il a tué ton père, Doflamingo. C'était il y a très longtemps, je ne lui en tiens pas rigueur. T'es sérieux, putain, quel sang-froid. Si c'est le cas, pourquoi tu viens pas nous donner un coup de main? Les nouvelles sont mauvaises, il faut qu'on en informe le boss. Il ne va pas apprécier du tout. Kaido-sama, où êtes-vous? Cet imbécile de Joker s'est fait battre et a tout ruiné. Notre petit commerce de smile est foutu. Donc voilà aussi pourquoi j'ai apprécié ce scan. Eh bien parce que l'hypothèse comme quoi Jess Drake ferait partie des membres de Kaido, qui travaillera avec Kaido, a été confirmée. Il se tient à côté de personnes qui vont ensuite parler à Kaido. Donc voilà, donc ensuite les possibilités comme quoi il pourrait s'être infiltré pour aider là, elles ne sont pas du tout fausses pour l'instant, c'est pas du tout contredit. Moi j'y crois pas tellement parce que comme j'ai dit plus tôt, j'aimerais quand même qu'il y ait de la confrontation avec un peu les autres supernovas. Et après montage de ma vidéo, je tiens à rajouter un point pour vous qui aimerait défendre l'hypothèse comme quoi Jess Drake pourrait être infiltré dans l'équipage de Kaido afin de le détruire dans l'intérieur. Il faut aussi noter que lorsqu'il lit le journal, il garde quand même une certaine poker face. J'en avais parlé dans ma réaction, j'en avais parlé dans ma review la dernière fois, et ça fait partie des points que je trouve que j'ai négligé. Il y en a un autre d'ailleurs sur Fujitora qui arrivera plus tard. Bref. Donc c'est pas normal qu'un allié, ou du moins que quelqu'un qui se sente investi dans le travail de son équipage et dans ses ambitions, ou du moins de ses alliés, garde une poker face comme ça. On voit que c'est le seul à ne pas réagir, à ne pas avoir peur de la réaction de Kaido. En fait, ça a pas l'air de tellement le chambouler, comme si il savait que cela risquait d'arriver. Donc voilà, je vous offre cet argument pour continuer à défendre votre hypothèse. Il faut le faire jusqu'au bout les gens, parce que lorsque tu défends pas ton hypothèse jusqu'au bout, que tu finis par abandonner parce que d'autres personnes te sortent des arguments, mais qu'au final t'avais raison, t'es dégoûté. Et bien moi je t'offre celui-là. Et voilà, ensuite Kaido, on pourrait avoir l'impression que cette image représenterait Kaido. Le souci c'est que je me dis que si Kaido il ressemble à ça, le gars qui cherche Kaido, il devrait pas galérer pour le trouver. Bref, peu importe. Ensuite, voilà, on voit surtout que c'est une grande chose, un gros bâtiment, et je trouve justement que la forme, elle n'est pas très, comment dire, pas très humaine. Mais bon, justement, c'est peut-être Kaido, et comme sa forme n'est pas très humaine, c'est peut-être pour ça qu'on le définirait de créature, on verra bien. Et je sens que bientôt, on pourra avoir une première véritable image officielle de Kaido, et j'ai hâte de voir ça, quoi. Ensuite... je voulais parler de Kaido, ça ressemble aussi, moi je trouve que ça ressemble en speed à un trône.
Mais bon, je vais pas trop m'avancer parce que c'est qu'une ombre et ça pourrait ressembler à n'importe quoi tant qu'on le souhaite. Par contre, j'aimerais m'arrêter, on voit Jace Drake justement aux côtés des hommes de Kaido parler à une personne. Et justement dans mon autre review, ce que j'avais lu, c'est que c'était le vieux est mort à cause de Doflamingo. Eh bien, la phrase a absolument plus de sens là. Il a tué ton père, Doflamingo, c'était il y a très longtemps. Je pense qu'il aurait dit, Oda, que c'était il y a 2 ans. Et donc, peut-être qu'il s'agirait alors du petit gars de la marine, enfin le petit garçon qui était dans le flashback de là, ou Dory, pour ceux qui se souviennent, qui avait réussi à s'échapper grâce à l'intervention de Corazon. Et donc, par conséquent, qui était ensuite atteint avec la marine, et où il y a eu le quiproquo, où Doflamingo croyait qu'il s'agissait de là. Peut-être qu'il s'agit alors là de ce personnage-ci, et il y a de fortes chances, parce que, comme je le disais plus tôt, je doute que Oda il nous ait mis en scène ce personnage-là, pour ensuite l'effacer concrètement. Le souci, c'est que Jace Drake ressemblait à Diaz Barrel, ouais, je crois qu'il s'appelait comme ça, et que j'avais fait un lien entre ces deux personnages en me posant des questions. Donc voilà, donc beaucoup de zones de flou, là je ne vais pas trop m'avancer, je ne vais pas trop en parler, parce que finalement ce personnage-là, il pourrait s'agir de n'importe qui, ou même d'un autre personnage qui n'a absolument rien à voir. Bref, voilà, on va passer à la page suivante. Ne joue pas l'imbécile avec moi, Isho. Gars, Tu sais très bien. c'est de ces doubles traits-là que je parlais pour BJ. On voit pas les doubles traits justement de ces pages qui précisent qu'il s'agit bien de l'escargophone qui parle. Tu sais très bien ce que ce genre d'écart implique pour un amiral. Pourquoi n'as-tu pas fait un rapport au QG au préalable? Si je l'avais fait, vous auriez changé les faits pour une autre histoire qui aurait servi vos besoins et vos motivations. Donc dans mon autre truc, Smoker avait dit qu'il était resté sous couverture sur le terrain de Crocodile pendant 2 ans. Alors que là, justement, c'est complètement rien à voir. Je pense également que les Shichibukai devraient disparaître. Il y a 2 ans, j'étais là, le jour où les agissements de Crocodile ont été révélés au monde entier. Les marines n'ont rien pu faire, nous étions à sa merci. Si les chapeaux de paille n'avaient pas été là, Alabasta aurait connu le même sort que Dressrosa en devenant un paradis de pirates. Mais le gouvernement a dissimulé la vérité en disant que tout ceci était du ressort de la marine. Si seulement j'avais eu plus d'importance à ce moment-là. Bouh! J'y crois pas, il l'a vraiment fait, sacré Fujitora. Ça me rappelle notre frustration et notre regret d'il y a 2 ans sur Alabasta. C'est presque comme s'il nous avait vengés. Même si j'avais son statut et sa position, je n'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait. Mon cœur s'est allégé. Oh, j'ai également blablabla. Bon, ensuite le reste du blabla, je trouve que c'est pas super intéressant, désolé. Voilà, c'est beaucoup... Oui, il y a juste... on va peut-être bientôt voir Vegapunk, justement, peut-être une première apparition aussi de Vegapunk et plus d'informations sur ce personnage. Donc je vais un peu dire ce que je pense de Vegapunk aussi dans cette review. Je pense qu'il travaillerait de force pour le gouvernement mondial et qu'il ne serait pas spécialement comme le gouvernement mondial un méchant, dans le sens où on lui fait quand même confiance pour s'occuper d'enfants. On parle là de Tashiji et Smoker qui font partie des gentils de la marine, qui font confiance à Vegapunk pour s'occuper d'eux. Ensuite on a Akainu et Fujitora qui finissent de se disputer. Justement, Fujitora et Akainu sont justement cette confrontation qu'il y a entre imposer la loi et la vraie justice dont j'avais parlé dans ma review précédente. Et donc par conséquent, moi, dans ma traduction, Akainu, il avait l'air d'être du côté de Fujitora. Et sauf que dans cette traduction-là, c'est pas du tout le cas, on voit bien qu'ils sont confrontés. Akainu envoie justement une punchline à Fujitora lui disant que s'il ne lui ramène pas la tête de Chapeau de Paille et de Lao, toutes les portes de la marine lui seront fermées. Fujitora répond « ça ne me dérange pas, c'est exactement ce que je voulais entendre ». Et donc par conséquent, je pense que il va quand même le faire, quoi. Parce que ça reste quand même des pirates et que Fujitora il est du côté de la justice et que Lao et Luffy sont des pirates et que même s'ils ont sauvé un pays, il reste des criminels notoires qu'il faut arrêter. Donc Fujitora va-t-il donc agir contre l'Alliance? Bien, j'espère que oui. Mais dans son honneur, de toute façon, il y aura le temps de s'échapper. Riku a laissé les pirates dans un abri au palais et Fujitora n'en a pas conscience. Il va donc forcément aller voir le roi Riku et un peu comme c'est arrivé à Alabasta, le roi Riku va un peu les couvrir leur disant qu'il ne les a jamais vus, qu'ils sont partis. Et Fujitora va pour moi être l'élément déclencheur qui va un peu conduire tous les pirates à justement quitter l'île de Dressrosa.
On pourrait se dire que Fujitora attendait justement ça pour se faire virer. Mais je ne pense pas. Il ne faut pas oublier que Fujitora a pour but de détruire les Shichibukai. Donc par conséquent, cela m'étonnerait qu'il quitte la marine avant d'avoir accompli ce but. Car c'est une chose qu'il peut seulement faire de l'intérieur. Il ne peut pas en tant que pirate, en tant que révolutionnaire, en tant que soldat de l'armée de Riku, il ne peut pas réaliser tout ça. Donc je pense qu'il va tout de même rester du côté de la marine. Et du coup voilà. Par contre, pour l'histoire de la tête de Lao et de Luffy, je pense qu'il va pas y arriver. Hein. Peut-être que, Lao va faire le sacrifice ultime, mais ça m'étonnerait fortement qu'il arrive à les capturer. Même si ça pourrait apporter une histoire de fou furieux, forçant donc l'équipage de Luffy à affronter Fujitora pour libérer leur capitaine. Voilà quoi, ça m'étonnerait que cela arrive. Après, peut-être que tout est possible. Il est vrai que Luffy est en train de dormir et que dans son état, il est pas apte à se défendre, mais avec tous les vauriens, tout ça, on verra bien. Voilà, je suis assez curieux de voir ce que Fujitora va faire parce que il reste quand même un personnage assez... On saisit sa façon de penser, mais on a du mal à savoir ce qu'il va faire. Parce qu'à plusieurs reprises, il aurait pu stopper net les chapeaux de paille. À plusieurs reprises, il aurait pu stopper net Doflamingo. Et là, il a encore l'occasion en fait de faire mal justement. Ensuite, j'aimerais parler d'un petit délire que j'ai eu. Vous savez que chaque Amiro a sa couleur. On a les 3 premiers qu'on a vus. Aokiji bleu, Kizaru jaune, Akainu rouge, qui sont les 3 couleurs primaires. Ensuite, on a eu Fujitora violet et Ryogou vert. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour on aura un amiral orange. Parce qu'il faut savoir que l'orange, c'est la 3e couleur secondaire si on mélange les 3 premières, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympathique, ça pourrait être marrant. Et peut-être que justement, si Fujitora quitte la marine, peut-être que l'orange arrivera après. Voilà, après je pense pas, hein, c'est pas les Power Rangers, les amiraux. Mais bon, je me suis dit, ouais, Oda il pourrait nous faire ce coup, Fujitora quitte la marine, encore un nouvel amiral, et voilà. Je trouve que ce serait un peu dommage d'avoir mis en scène un personnage, un nouvel amiral, qui va, dès le premier arc où on le voit apparaître, directement quitter la marine. Certes, ce serait surprenant, mais je trouve que ce serait pas aussi poignant, enfin aussi marquant que Aokiji qui a quitté la marine. Après, peut-être que Fujitora va faire partie de ceux qui vont suivre Aokiji dans son but d'arrêter de suivre la marine. Et donc, du coup, peut-être que Fujitora va être l'un des premiers à suivre l'exemple de Aokiji. Et donc, par conséquent, cette confrontation dont je parlais plus tôt et dont j'ai parlé dans ma dernière review, je ne parle pas de celle que j'ai ratée, cette confrontation entre imposer sa loi et la vraie justice prendra une forme réelle et physique et non plus une forme de parole. Ensuite, oui, je vois toujours Fujitora faire le ultimatum, voilà, je suis en colère, je suis pas content, je vous laisse une minute pour vous échapper de l'île parce que vous avez sauvé le pays. Voilà quoi, je le vois bien toujours faire cet ultimatum parce que je trouve que ce serait surtout super classe de sa part, super honorable et que ça ferait putain de stylé. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler dans cette review d'un point que, justement, je pense que Fujitora va être le personnage qui va amener les vauriens, en gros les pirates de l'île, à s'enfuir et que dans ce bordel, dans ce vacarme, l'équipage de Luffy présent sur Dressrosa va rejoindre un peu un bateau en mode bonne fortune et voilà. J'ai fait le tour du scan et franchement je l'ai vraiment bien apprécié parce que ça faisait longtemps justement qu'on n'avait pas eu un scan comme ça qui nous permettait de faire beaucoup d'hypothèses. Par conséquent, je suis assez content de l'avoir lu et je suis un peu désolé pour vous de ne pas l'avoir posté à temps suite à différents problèmes que j'ai rencontrés. Donc voilà, voilà tout ce qui s'est passé. Franchement, très gros bordel, beaucoup d'informations, le tour du monde a eu son effet. Et maintenant, je m'attends pour le scan 794, à peu près le même genre de concept, mais cette fois-ci au niveau de Dressrosa, où on va voir un peu comment le manga va évoluer pour les protagonistes de cet arc. Bon, les protagonistes, hein, pour les personnages ayant participé à cet arc, pour tous les vauriens, pour l'équipage, et aussi qui sera le nouveau roi, enfin toutes les questions qu'on peut se poser pour les 2 prochains scans, on va dire, comme si, par exemple, est-ce qu'il y aura bel et bien un nouveau Nakama ou est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Que vont faire chacun des pirates de leur côté? Est-ce qu'ils vont donc tous s'allier avec Luffy en mode maintenant on est à team, ou est-ce qu'ils vont tous repartir chacun de leur côté en disant bon ciao Luffy, ravi de t'avoir rencontré, à la prochaine peut-être? Voilà, j'ai un peu envie d'avoir toutes ces réponses, donc je m'attends pour le scan 794, un tour de Dressrosa cette fois-ci, du côté des vauriens, parce que depuis la victoire justement de Luffy sur Doflamingo, on n'a pas encore vu les réactions des vauriens, surtout qu'ils seront tous dans une pièce dans le palais, et qui risquent tous d'être en mode Pompélope, c'est la fête de la mort qui tue, et voilà quoi, avec un Luffy toujours endormi, qui ne se réveillera peut-être que scan 795. Voilà, d'ailleurs je crois que c'était ma prévision pour son réveil, et je sais plus.
Voilà, donc ensuite, j'ai plus beaucoup de choses à dire parce que voilà, maintenant j'ai peur d'oublier des points parce que justement, c'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. Pour le scan 794, je m'attends à un tour de Dressrosa. Les grandes surprises de ce scan, c'est vraiment Kid qui vise Shanks. C'est vraiment le seul point. Cousin qui a rejoint Barbe Noire, on avait déjà eu une petite punchline par rapport à ça avec Burgess lorsqu'il discutait justement avec Barbe Noire. La seule question qu'on peut se poser, c'est qu'il y a forcément Anguille sous roche et que ça cache quelque chose, que Cousin, prétendant qu'il est toujours du côté de la justice, il ne peut pas ensuite dire je suis pote avec Barbe Noire, ouais, ce mec c'est la justice, ouais. Ça m'étonnerait. Et donc du coup, voilà, donc sur ce, j'ai rien de plus à vous dire, à part que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau et un bon jet de douche, et que, je sais pas si vous l'aurez déjà vu, mais je prépare une vidéo spéciale pour les 4000 moussaillants. Sur ce, c'était Riger. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon jet de douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oui, je me suis répété, et alors ?